Voilà, donc là, je vois qu'effectivement. Bonjour à tous. Je vois que vous êtes déjà une bonne trentaine connectés. Donc, bienvenue. Ça augmente petit à petit. On va attendre encore 1 ou 2 minutes et puis on va démarrer. Alors, on va me dire qu'on attend une quarantaine de personnes. Allez, on est 40. Écoutez, bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire organisé par la DFCG en collaboration donc, avec Axis et Oupiz et avec donc un témoignage de Noël Vittori. Je suis ravie d'animer ce webinaire. Donc, je suis Isabelle Crouzey, je fais partie des bénévoles de la DFCG relativement actifs et notamment je suis présidente du groupe Financement et Trésorerie. Donc, je suis ravie d'animer à nouveau un webinaire autour de la gestion du cash et donc très précisément là sur le process OTC. Alors, je suis d'autant plus ravie que ce process est une source quasi constante de pistes d'amélioration. Donc, je pense que pour avoir vu les participants et vos fonctions, vous êtes tous sur des fonctions finance d'entreprise. Donc, c'est un sujet qu'a priori, on connaît. Mais encore une fois, on a toujours quelque chose à faire sur ce sujet. C'est ce qu'il a d'un peu magique, je vais dire. Alors, d'autant plus aujourd'hui que nous sommes à nouveau dans un contexte très volatile, incertain, tant au niveau national qu'international. Nos coûts de financement sont encore relativement élevés. Et puis, on voit que les délais de paiement s'allongent et les défaillances d'entreprises augmentent. Alors, Axis et Oupiz ont élaboré un livre blanc particulièrement riche sur le sujet. Donc, on a rédigé la préface avec notre présidente nationale, Marie-Hélène. Et eh bien, on est encore une fois ravis de contribuer à l'animation de ce webinaire. On a choisi de l'accès. Donc, il y a une série de webinaires, on reviendra à la fin là-dessus, organisés par Axis et Oupiz. Mais donc, à la DFCG, on a décidé de l'axer sur la priorisation des étapes pour optimiser ce process et donc comment faire pour organiser et optimiser au plus vite donc les différentes étapes de l'order to cash. Une petite précision technique, on répondra aux questions de tout le monde à la fin. Donc, je vous propose au fur et à mesure du webinaire de poser vos questions dans le chat. Et puis, encore une fois, on a prévu 10 ou 15 minutes à la fin du webinaire, donc qui durera 1 heure en tout, de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas. Donc, nos intervenants aujourd'hui, je vais passer à la slide suivante. Donc, nos intervenants, eh bien, on a Fazil Boucherie. Donc, c'est Boucherie ou Boucherie, Boucherie. Fazil? Boucherie. Directeur donc de la BU Finance d'Axis, Christophe Goffinon, donc qui est directeur de Oupiz, mais qui est également expert en credit management, qui a une longue expérience dans le domaine. Et puis, donc, notre témoin du jour, ex-directeur financier de Panasonic France, donc Noël Vittori.
Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, messieurs, je vous propose de peut-être dire un tout petit mot de présentation sur vos organisations et vos fonctions. Très bien. Je vais commencer. Donc, Allons-y. Fazil Boucherie, directeur de la BU Finance chez Axis. Axis, c'est un cabinet de conseil en transformation des organisations. Donc, j'anime notre practice finance qui accompagne les entreprises dans leurs projets de transformation de la fonction finance, dont le cycle order to cash. J'ai été amené du coup à animer avec Oopies et la DFCG et d'autres partenaires la production de ce livre blanc autour de la recherche de performance autour du cycle order to cash, qui est un sujet, comme Isabelle l'a rappelé, qui est clé aujourd'hui, d'autant plus clé aujourd'hui. Je suis donc ravi de pouvoir participer à ce webinaire avec vous tous. Merci. Christophe? Oui, je vais enchaîner. Bonjour à tous. Donc, en ce qui me concerne, je suis cofondateur et président de l'éditeur de logiciels XP Credit Management, qui a plusieurs marques sur ces différentes solutions proposées, dont Oopies. Donc, c'est celle qui est la plus connue. Donc, souvent, on communique sous Oopies plus que sous XP Credit Management. Moi, j'ai un parcours de plus de maintenant de 35 ans dans l'univers du cash et du credit management, soit en activité de conseil, soit en entreprise, soit en éditeur de logiciels. Donc, ça me fait être un peu expert, et d'autant plus que j'ai aussi des responsabilités au sein de l'Association française des credit managers, pardon, en tant qu'administrateur. Voilà, donc plutôt une spécialisation. Et ce que je vous évoquerai, c'est un peu l'innovation et le digital, et comment sur ce digital, on va encore optimiser, innover, comme le disait Isabelle, dans ses gains de performance et de productivité. Merci. Noël Vittori, notre grand Oui. témoin. Bonjour à tous, donc Noël Vittori. Donc, moi, je suis anciennement le directeur administratif et financier au sein de Panasonic sur un territoire assez large, la France, le Benelux et l'Italie. J'ai fait toute ma carrière en direction financière, donc particulièrement concerné par les sujets de cash qui nous occupent aujourd'hui. Et depuis 3 mois, je ne suis plus, parce que je suis ancien directeur financier, je ne suis plus chez Panasonic, mais à mon compte. Et j'interviens sur des projets toujours de conseil en finance et de déménagement de sièges sociaux. Donc, je change un peu mon focus, mais le cash est toujours là, même dans les projets immobiliers, c'est sûr. Voilà. Merci à tous de nous écouter. Merci. Donc, on va peut-être commencer, Fazil, par rappeler effectivement les fondements du process order to cash. C'est un processus particulièrement étendu de la qualification du process, du prospect, jusqu'à l'encaissement. Donc, si vous pouvez nous rebrosser un peu le panorama global, et je vais passer la diapo si j'y arrive. Voilà. Voilà, sur le processus order to cash d'une façon générale. Oui, effectivement, en quelques mots, même si là, on a un public de financiers, donc je pense que tout le monde est bien au fait de ce que couvre un cycle order to cash. Tout bonnement, hein, c'est vraiment voilà, convertir une commande client en flux de cash, en flux de trésorerie, avec la gestion de la commande, la facturation, l'encaissement, le recouvrement. On y met aussi la gestion du risque client. D'ailleurs, on verra que c'est un des points sur lesquels on voudra appuyer tout à l'heure, c'est cette notion de prévention, et donc comment prévenir le risque client et prévenir le délai de paiement. Donc, il y a aussi ce volet, ce process de gestion du risque client qui est clé aussi au sein du cycle order to cash. Et puis, j'y rajoute aussi de mon côté dans ce cycle order to cash toute la partie analyse de la performance, suivi des KPI sur toute la chaîne de valeur, sur ce cycle order to cash qui est extrêmement transverse. Ça fait d'ailleurs partie d'un des points de complexité de ce cycle order to cash, c'est cette dimension très transverse et très collaborative, où différents départements interviennent sur ce cycle order to cash, que ce soit bien évidemment la finance, mais aussi les ventes, l'ADV. Donc c'est un process sur lequel voilà, il faut mettre en place une collaboration extrêmement fluide au regard de sa transversalité. Et puis l'intégration, en fait, hein, si on raisonne vraiment la chaîne de valeur, c'est un process sur lequel il y a une forte indépendance. C'est-à-dire que la qualité, fiabilité de mon processus commande va impacter
ma facturation, qui en retour va impacter mon encaissement client. Donc c'est là aussi où nous, on veut vraiment raisonner cycle client, hein, vraiment chaîne de valeur transverse, puisque l'ensemble des étapes du processus sont interdépendantes. Et c'est un cycle qui, non seulement a un impact direct, immédiat, comme vous le savez, sur la trésorerie, mais pas que, également sur la satisfaction client. Donc, c'est en ce sens aussi qu'il est extrêmement clé à optimiser, à bien travailler, puisque il n'a pas qu'une incidence financière, il a aussi une incidence forte sur la satisfaction client, et parfois on peut avoir tendance à l'oublier. Du coup, devant effectivement l'étendue de ce process, comment on peut prioriser les différents axes afin d'avoir l'impact le plus rapidement possible et le plus efficacement possible sur la performance? Alors, le premier conseil que je donnerais, hein, en lien avec ce que je viens de dire sur la partie analyse de la performance, c'est bien analyser ces différents KPI. Et donc, régulièrement, avoir des comités cash pour analyser la performance du processus, que ce soit le taux déchu, bad debt, les délais de paiement, et prioriser son action, ses actions d'optimisation, là où ça fait le plus mal, là où les KPI sont les plus dégradés, et là où je sais qu'en investissant, le ROI va être assez élevé. Donc vraiment avoir une approche analyse de la performance à travers ces KPI. Je dis d'autant plus que c'est pas toujours un acquis dans les organisations d'avoir justement les bons KPI avec une bonne fréquence de production, une bonne fiabilité. Le tout dans le cadre voilà, de ce qu'on appelle une culture cash, c'est-à-dire des instances régulières, transverses, avec l'ensemble des départements pour analyser la performance du processus et pouvoir, à partir de là, prioriser les actions. D'autant plus que ce qu'on constate, c'est que les optimisations, une grande part des optimisations sont aussi allées chercher en interne. D'ailleurs, on restitue dans le livre blanc qu'on a produit un indicateur que j'aime bien, qui a été produit par la NCR, qui est l'association des cabinets de recouvrement, qui dit que 40% des dysfonctionnements, des causes de retard de paiement, sont liés à des dysfonctionnements internes à l'entreprise. Et donc c'est là où on voit tout le potentiel d'optimisation qu'il y a en interne de l'entreprise et tout l'investissement pour aller chercher de la performance et de l'efficacité opérationnelle en analysant bien les causes des dysfonctionnements, en lien avec les erreurs de facturation, un référentiel client qui est pas fiable, le processus d'encaissement qui est pas fiable et qualitatif, la stratégie de relance et de recouvrement qui est pas optimale. Donc il y a vraiment à aller chercher du gain en interne, puisque une grande partie des causes de retard de paiement sont liées à des dysfonctionnements internes. Et d'ailleurs, nous, on préconise régulièrement, et d'ailleurs c'est ce qu'on met en œuvre auprès des entreprises qu'on accompagne, c'est vraiment d'adopter des approches très lean management, amélioration continue, pour aller, encore une fois, chercher des actions d'optimisation là où ça fait mal sur les processus sur lesquels on a des indicateurs de performance qui sont très dégradés. Donc, il y a aussi, je parlais de la nécessaire prévention, je parlais du risque client tout à l'heure. Plutôt que générer du retard de paiement, autant le prévenir et l'anticiper. Et donc là, c'est comment, très en amont, on travaille sur l'analyse de solvabilité de ses clients, à travers par exemple des outils de scoring, hein, je pense que Christophe en parlera tout à l'heure. Comment on travaille bien sur les conditions générales de vente, sur les clauses qui sont mises dans les CGV. Comment on classifie également ces clients, on les catégorise pour avoir derrière des politiques de relance, de recouvrement qui soient
bien spécifiques à chaque catégorie de clients, et donc prévenir au maximum les défauts de paiement. Donc moi, c'est les trois recommandations que je donnerais, c'est vraiment d'avoir un monitoring continu de ces indicateurs de performance et faire des revues régulières de sa performance et cibler les processus sur lesquels les indicateurs sont les plus dégradés. Et là où je sais que je vais aller chercher un ROI assez élevé, c'est investir sur l'optimisation en interne de ces processus, puisqu'encore une fois, une large part des causes de retard de paiement sont liées à des dysfonctionnements en interne. Et puis, c'est être aussi dans une logique de prévention et de gestion du risque client en amont, en structurant bien ces processus d'analyse du risque client, sa segmentation de clients, pour avoir derrière des politiques et des stratégies qui sont bien déclinées par grande catégorie clients selon le niveau de risque. Merci Fazil. Moi, j'ai envie d'ajouter peut-être deux éléments par rapport à tout ce que vous venez de nous dire. Là, en fait, les indicateurs que vous nous mettez là sur le slide, et je vous en remercie. On peut aussi, au niveau de chaque entreprise, et selon les besoins, bien sûr, puisque vous parlez de points de souffrance dans chaque entreprise, sur le DSO, par exemple, je pense, moi, ce que j'ai souvent pratiqué, c'est de dire, OK, je constate mon DSO, mais de combien devrait être mon DSO contractuel? Quel est mon DSO normatif, hein? Dire, qu'est-ce que, puisque moi je suis éventuellement plus petit par rapport, je travaille avec très gros clients, donc qu'est-ce que je peux accepter comme retard qui reste commercial, entre guillemets, et puis mon DSO constaté. Et en fait, effectivement, sur chaque chose, où est-ce que j'ai la première marge de manœuvre à aller chercher? Est-ce que c'est mon contractuel qu'il faut que je travaille, ou déjà combien je gagnerais à passer du constaté au normatif? Voilà, et presque sur chaque KPI, en fait, on peut presque le décomposer comme ça. Et puis ma deuxième remarque, c'est peut-être, je ne le vois pas, mais pour moi, le slide est tout petit. En amont même du DSO, il y a toute la partie facturation. Et je crois que là, Christophe aura des choses à nous dire sur la partie dématérialisation, digitalisation de la facturation, quoi. Parce que c'est parfois aussi un sujet en amont de tout ça dans l'entreprise de facturer just in time, je vais dire comme ça. Et si vous permettez un commentaire prie. également supplémentaire de ce qu'on observe, c'est que souvent il peut y avoir des reporting avec des KPI, donc on a une approche très, on va dire, quantitative, mais on remarque aussi qu'elle est insuffisamment qualitative, c'est-à-dire c'est pourquoi finalement. Alors Isabelle, tu l'as un peu évoqué avec le best possible DSO par exemple versus le DSO et l'analyse des écarts, mais Fazil en a un peu parlé, on insiste nous beaucoup sur le fait de comprendre pourquoi ça évolue comme ça, parce que en fait le DSO il s'améliore pas, so what, et pourquoi et comment. Donc vraiment de mettre en place également dans cette analyse de la performance, et parce que c'est ça qui va permettre d'avoir les bons plans d'action et les bons ROI, c'est le pourquoi du comment, c'est les retards de paiement, mais pourquoi, par quoi ils sont causés, est-ce que ce sont effectivement des anomalies, déjà on a donné un bâton pour se faire battre, et comment ça évolue dans le temps. Moi j'ai vu certaines entreprises où finalement l'amélioration des retards de paiement, ça a été fait par finalement des processus d'ADV qui se sont optimisés, qui sont améliorés pour réduire le délai de résolution des litiges, et pas forcément à redimensionner ou à modifier les process des équipes en charge vraiment du recouvrement. Donc là, il ne faut pas se tromper de combat, et donc c'est vraiment important. Et pareil sur la prévention des risques, là aussi, bien souvent, c'est même plus pauvre, j'allais dire, dans les reportings qu'on constate sur la prévention des risques, sur l'analyse des risques, sur les transferts de risques que sur les KPI qui sont liés au cash. Et il y a toujours un exercice qu'on dit qui peut être intéressant de faire. Alors, il a un mot qui n'est pas génial, qui s'appelle analyse post-mortem, mais c'est d'essayer de comprendre sa sinistralité. Pourquoi, comment, est-ce que ça a été finalement de la casse qu'on a subie? Est-ce que c'est de la casse qu'on a acceptée? Est-ce qu'il y a eu finalement dépassement par rapport aux autorisations de limite de crédit acceptées au moment où on a eu le sinistre? Enfin, d'essayer de faire parler, de comprendre. Parce que derrière, là encore, les plans d'action ne seront pas les mêmes. Si finalement on est je vais prendre les deux extrêmes, si finalement la sinistralité, on l'a subie essentiellement et on avait mis en place des moyens de prévention et pourtant on l'a subi, ou à l'inverse, on n'a pas mis en place des moyens de prévention qui s'imposaient. Donc j'allais dire, ces notions d'approche qualitative complètent parfaitement l'approche qualitative des indicateurs. Merci. Merci Christophe.
Et que Noël, si vous voulez rebondir sur toutes ces théories pour nous apporter la vision très pratique. Oui, ben, je crois que, enfin, j'espère que mon exemple, en tout cas, viendra illustrer, parce qu'il y a pas mal de points qui ont été avancés par Fazil et Christophe que l'on a appliqués. Donc, j'ajoute que je ne les connaissais pas avant il y a quelques jours. Donc, toute ressemblance avec une réalité n'est que pure coïncidence, comme on dit. Et donc, je vais expliquer le projet que l'on a mené sur la France et la Belgique chez Panasonic, qui était un projet qu'on appelait pour en fait d'avoir des balances clients fraîches au sens pas de vieillerie dans les comptes clients parce que c'est toujours un risque important. Donc première chose, donc ce projet en fait il a été surtout initié à l'aune de deux changements que l'on avait il y a donc maintenant un peu plus d'un an et demi, où on savait au niveau de Panasonic en Europe qu'on aurait un changement d'organisation à un an d'horizon au niveau de l'organisation financière, ainsi qu'un changement de RP. Donc on est passé de R3 dans sa version S4 ANA, et ça constitue effectivement un véritable changement de RP. En termes de centralisation financière, on est passé d'une organisation où on avait en fait localement dans chaque pays une direction financière avec des équipes comptables et des équipes contrôle crédit qui leur étaient rattachées et qui géraient tout un portefeuille de clients répartis. Donc, j'ajoute que Panasonic intervient à la fois dans les marchés de l'électronique grand public et de l'air conditionné, pompe à chaleur, entre autres, pour illustrer le marché sur lequel on intervient. Et on est passé sur une organisation, cette fois-ci, avec toujours un contrôle crédit local, mais scindé avec d'une part une équipe pour l'électronique grand public et une équipe sur la partie air conditionné, mais un management centralisé qui se trouve en Europe et pas forcément toujours dans le même pays. Donc on avait ce premier changement d'organisation et un changement de RP, et donc on s'est dit, dans un an, il est sûr que quand on va transmettre je dirais, l'héritage et aussi préparer la migration dans le nouvel ERP, il faut qu'on ait une base, une balance client qui soit propre, documentée et qui ne contienne pas de risque de perte évident. Donc, on a mené ce projet. Les objectifs que l'on s'était donc fixés étaient donc d'avoir des balances complètement justifiées et prêtes pour la migration. Premier objectif quantitativement mesurable, de n'avoir aucun échu supérieur à un an, à un horizon d'un an. On avait démarré le projet en avril 2023 et avec l'objectif qu'un an plus tard, il n'y aurait aucun échu dans la balance qui aurait plus d'un an à cette date-là, et également qu'aucun échu, alors je précise débiteur, parce que lorsqu'on a des crédits, c'est souvent des avoirs qu'on a émis, donc on est censé savoir ce qu'on a dans nos comptes, mais on va dire des déductions ou des retards qui n'étaient pas justifiés. Donc deux objectifs mesurables sur lesquels on pouvait effectivement objectiver de manière la plus on va dire, impartiale possible les équipes. Ensuite, la première chose pour ces objectifs que l'on a fait était de donner en tout cas le lead, donc la responsabilité première à la fonction crédit, puisque ce sont eux qu'on a considérés comme étant les responsables du compte au premier chef, même s'ils ne peuvent pas toujours tout forcer et prendre des décisions, mais ce sont eux qui gèrent le compte et qui gèrent le risque surtout. Mais on a voulu associer sur ces deux objectifs l'équipe de vente, donc leur correspondant vente, pour que vraiment les deux acteurs principaux du compte client, ceux qui sont avec le compte client au quotidien, soient liés, je dirais, par le même destin et en tout cas les mêmes objectifs. On a descendu également les objectifs au niveau des fonctions support. Donc, Fazil parlait de l'importance des processus administration des ventes lorsqu'il y a des litiges de prix, des processus logistiques lorsque les livraisons ne sont pas forcément toujours conformes à ce qui était attendu, mais également au niveau du service, puisqu'on intervient aussi sur des garanties commerciales.
Et donc là, on avait fixé également des objectifs qui étaient alors, un peu plus propres à chacune de ces fonctions, et je les illustre ici. Au niveau de l'administration des ventes, c'était de n'avoir aucun litige prix qui ait plus de 30 jours. Au niveau de la logistique, on était monté à 60 jours, du fait qu'il y a des conventions qui font que, par exemple, un transporteur a 30 jours pour répondre à une demande. Donc, leur objectiver un délai plus court n'aurait pas été juste, si je peux me permettre. Et au niveau du service, jusqu'à 90 jours. Préalable à cela, et je rejoins ce que disait effectivement dans ce cas-là Fazil tout à l'heure, les clients avaient été, je dirais, répertoriés et classés. Alors, d'une part, en clients stratégiques, donc là, ce sont des clients qui sont de très grande importance ou sur lesquels il y a un projet particulier. Et là, en fait, quel que soit l'état de la balance AG, on ne faisait aucun blocage, mais par contre, un suivi régulier, puisqu'il était chaque semaine, plus particulièrement le vendredi. On avait ensuite une classification des clients importants, donc c'est des clients qui ont qui sont pas stratégiques, mais on va dire intermédiaires et sur lesquels il y a des enjeux de chiffre d'affaires importants. Là, par contre, on s'autorisait qu'il y ait des balances AG qui aillent jusqu'à 90 jours. Au-delà, il y avait blocage de livraison. Quand je parle de blocage, c'est-à-dire que là, le crédit était autorisé à bloquer les livraisons pour forcer une action et une décision. Et pour les autres clients, on s'autorisait maximum 30 jours déchus. Au-delà de ces 30 jours, c'était un blocage des livraisons et le même process s'engageait entre le crédit et la vente pour trouver une solution. Au préalable, effectivement, tous les clients avaient également fait l'objet d'une revue sur leur, je dirais, leur santé financière et d'un point de vue risque-crédit, à la fois en interrogeant l'assureur crédit, mais aussi en allant chercher de l'information financière. Il y a quantité d'intervenants dans ce domaine. Pour notre part, on était avec COFAS. Voilà, donc on avait ces approches-là, donc des objectifs communs déclinés partout, mesurables, précis, et une préparation des balances clients pour qu'on ne bloque pas tout, mais qu'il y ait que le business continue, je dirais, quelles que soient les situations. Ensuite, voilà. Alors, en termes de priorité, puisqu'on a parlé tout à l'heure de prioriser les actions, notre approche était de dire, d'abord, première chose, aller chercher le top 20 en valeur. Là, l'objectif était évident, c'est que lorsqu'il y a une déduction ou un impayé, plus il est important, évidemment, il a un effet sur le cash qui est immédiat. Donc, moins long sera l'effet sur le cash et mieux c'est pour l'entreprise. Donc, on voulait vraiment, chaque fois, que le top 20 en valeur soit traité en priorité par rapport à tous les autres litiges. À l'opposé, et là, on pouvait des fois tomber sur des sommes plus petites, bien sûr, de regarder quel était le top 20 des déductions, des échus les plus anciens. Et on avait des anciennetés qui avaient 18 mois, voire au-delà, jusqu'à 24 mois. Là, le risque, c'était effectivement que plus un litige, c'est l'expérience que l'on a eue dans le passé, nous montrait que, en fait, quasiment dès lors qu'on dépassait la barre des 90 jours, les délais de résolution sont beaucoup plus longs. Et alors, quand on est à 1 an, presque 2 ans, on est souvent face à ce que je qualifierais presque à des cadavres. Et donc, on voulait absolument, le plus vite possible, minimiser le risque de perte qui était évident. En termes de suivi et de monitoring, donc on avait d'une part pour les grands comptes, donc entre autres les comptes stratégiques et les clients importants, un top 20 avec une revue hebdomadaire. Dans cette revue, il y avait systématiquement le responsable crédit du compte, le responsable commercial du compte et les représentants des différentes fonctions support que j'ai évoquées, administration des ventes, logistique, service, pour que ces personnes-là, ces cinq acteurs, comprennent la situation ensemble, intègrent les dysfonctionnements de process et puissent se mettre d'accord sur les actions correctrices ensemble. Ça, c'était absolument important. Au niveau des arbitrages, puisque forcément, ils n'arrivaient pas toujours à s'entendre tous, il y avait donc ce qu'on peut appeler un comité, où il y avait le directeur commercial, le directeur administratif financier, donc en l'occurrence moi-même, et ses représentants pour prendre des décisions. Puisque une fois que l'étude avait été faite, lorsqu'on arrivait à des situations, je dirais, de blocage,
il faut bien qu'une décision soit prise et qu'une action soit entreprise. Et là, c'était le rôle de ce comité de dire, ben voilà, en accord, directeur commercial, DAF, prennent une décision, on y va, on n'y va pas, on accepte une perte ou pas, et surtout, qu'est-ce qu'on fait de cette perte? Bien sûr, à l'appui de ça, un reporting mensuel, donc vous avez évoqué tous ces KPI, pour que chacun sache chaque mois quelle était la situation dans sa zone d'influence et la vue globale par rapport aux objectifs que l'on s'était fixés. J'ajoute que dans ces arbitrages mensuels, un des accords que l'on avait pris entre le directeur commercial et moi-même, c'était que lorsqu'on en viendrait à accepter une perte, donc de dire que finalement on allait, je parlais tout à l'heure d'un cadavre, on allait l'enterrer, on ne le ferait jamais sans avoir en tout cas fait part de notre décision au client avec l'objectif de, quelque part, essayer de monnayer cet abandon de relance ou de litige, pour quand même que lorsqu'on acceptait une perte, elle ne soit pas simplement connue de nous, mais également du client, qu'il comprenne notre action et quelque part on acceptait, mais un peu un geste commercial qui ne soit pas connu qu'en interne. Donc ça, c'était important que ce message revienne vers le client. Voilà. Ensuite, eh bien, les résultats, puisqu'il faut toujours se parler de est-ce que ça a été un succès ou pas quand on mène ce genre de projet. Un an plus tard, déjà, donc en termes de résultats quantitatifs, en termes de cash, le total de notre balance échue a permis d'être réduit de 172 000 euros. Je dirais que ce n'est pas hyper important en termes de montant par rapport à un encours qui pesait à l'époque plus de 33 millions. Mais bon, on avait réussi à descendre ce niveau d'échu à 2,4% de notre balance client totale. Mais surtout, les deux objectifs qui étaient prévus, à savoir ne plus avoir d'échu au-delà d'un an, a été complètement atteint, puisqu'on n'en avait absolument aucun. Et on n'avait même plus que des échus créditeurs, sauf jusqu'à 30 jours. Donc, de ce point de vue-là, une très bonne réussite. Et aussi, on le voit dans le tableau, on avait presque 1300 lignes dans les comptes clients qui avaient plus de 30 jours, enfin qui avaient plus d'un jour d'échu. Donc, c'était lourd et c'était confus dans certains comptes. Et on a réussi à le baisser à moins de 400 lignes, avec finalement 70% de baisse des nombres de lignes en litige. Donc ça, c'est également, je dirais, ça a apporté un gain de qualité, puisque lorsqu'on ouvre un compte client et qu'on se retrouve avec des centaines de lignes, c'est parfois un peu repoussoir. Et là-dessus, on a gagné aussi en rapidité et je dirais, en appétit pour les équipes crédit à analyser ce qui se passe dans les comptes quand ce n'est pas trop touffu et vieux. Voilà, donc de ce point de vue-là, le projet a été un succès pour les résultats quantitatifs. On va passer maintenant au ce qu'on appelle le retour d'expérience. Isabelle, si tu peux. Voilà. Oui, alors, voilà. Ce que l'on en a tiré comme conclusion après coup, premièrement, c'est qu'effectivement, et ça a été évoqué en préalable par Fazil, souvent, il est très important d'avoir une compréhension transverse des process. Et c'est en mettant toutes les équipes ensemble que tout le monde, tous les acteurs du compte client ont pu comprendre que ce que chacun faisait avait, à un moment donné, si ce n'était pas bien fait, un impact sur le compte client. Et ça a été compris par tous les acteurs. Donc ça, c'était une chose très importante. Deuxième chose, c'est que à la faveur de ces analyses et dès lors qu'on mettait des KPI, on dirait atteignables, mais qui contraignaient à améliorer, les process eux-mêmes ont dû être améliorés. Par exemple, pour traiter un litige pris en moins de 30 jours, il ne faut pas beaucoup traîner et surtout, il faut être clair sur le process. Qui doit faire quoi, quand, avec quel élément, et que le process de décision soit aligné là-dessus. On y a gagné une réactivité accélérée, puisqu'effectivement, les litiges étant plus récents, plus jeunes, et chacun connaissant ses responsabilités et comment le faire, la réactivité s'est trouvée accélérée à l'évidence. Dans la mesure aussi où vente et crédit étaient quelque part liés par les réunions et par l'objectif,
on a aussi diminué le risque qui existe d'avoir deux discours. Une approche où le commercial va chez le client et tient un certain discours, mais les aspects financiers, c'est le crédit qui verra, et vice-versa. Là, dans la mesure où ils avaient travaillé ensemble sur les mêmes problématiques, leur position vis-à-vis du client était absolument identique. Donc, pour le client, moins d'espace, je dirais, pour jouer avec les différents acteurs avec lesquels il communique. Donc, de ce point de vue-là, c'était également quelque chose de très positif. Alors, il y a des choses que l'on s'est également finalement dit, c'est quelque part, on a mené ce projet à la faveur de ce changement d'organisation et de RP, mais on aurait pu le mener plus tôt finalement, et on aurait en tout cas eu ce gain de cash et ce gain d'efficacité interne plus tôt. Bon, c'est ainsi, mais on s'est dit comme quoi finalement c'était faisable et on l'avait réalisé. Petit côté, par contre, aussi, qui est un petit peu difficile, c'est que tout ceci a été mené, je dirais, essentiellement avec Excel comme outil pour gérer la récupération de données, la présenter, la mettre en forme, mais sur le terme, ce n'est pas quelque chose qui est recommandable. Donc là, forcément, maintenant se pose la question de comment structurer cela beaucoup mieux avec des outils professionnels. Voilà, c'est un peu le point de conclusion qu'on s'est donné. Donc, un projet qui a été réussi, qui a impliqué tous les acteurs, donc c'était quand même aussi le motif, et un motif de satisfaction. Ça leur a donné à tous une meilleure compréhension, et aussi vis-à-vis du client, le fait d'être capable de traiter un litige rapidement améliore la confiance client. C'est-à-dire que vous êtes mieux respecté vis-à-vis du client, parce que lorsqu'on se trouve à être lent ou trop long à traiter des problèmes, il est plus difficile d'être un peu exigeant vis-à-vis du client, parce que lui-même peut dire « oui, mais vous, de votre côté ». Là, on a beaucoup moins ce discours. On l'avait avec quelques clients, et on a réussi ça aussi avec certains de ces clients, de mettre une situation propre et aujourd'hui, je dirais, un peu apaisée. Voilà pour mon retour d'expérience. Mais merci beaucoup. Je pense que ça a parfaitement illustré déjà beaucoup de points qui ont été évoqués en théorie, notamment par Fazil, mais également par Christophe. Je vois qu'il y a quelques questions qui commencent à venir et donc on pourrait compléter dans la partie questions-réponses. Alors, ce qu'on apprécie, c'est votre conclusion, Excel, manuel, comment structurer. Donc, Christophe, du coup, oui, là, on c'est une passe la perche main tendue, très là. logiquement. C'est une perche tendue. Qu'est-ce qu'on peut espérer de la digitalisation dans ce domaine? Est-ce qu'il y a des sources d'amélioration de performance significatives? Et puis, à nouveau, cette même question qui est notre fil rouge, du coup, comment on peut prioriser ces étapes de digitalisation? Bien sûr. Tout à fait. Alors voilà, donc on va rester sur ce slide et on va Celui-ci ou celui d'avant? Non, celui-ci c'est Celui-ci, parfait ok, et parfait. mon intervention ne le regardez pas forcément sans arrêt parce que des fois mon discours va être un petit peu déconnecté de cette présentation. Mais ce qui est important de savoir effectivement et ce qui vient d'être dit, c'est que et on peut le confirmer, et vous l'observez certainement, c'est que les entreprises les plus performantes sur le cycle order to cash sont celles qui arrivent à instaurer une culture crédit collaborative partagée. On le voit très bien avec Noël dans le plan d'action qui a été mené, à quel point ce plan d'action a associé les équipes. Mais ça, ce qui a été vrai peut-être sur le cas d'une campagne ou d'une opération un peu spéciale, c'est vrai tout le temps. Donc en fait, déjà, ça c'est quelque chose qui complète un petit peu ce qu'on a dit en amont, hein, c'est d'installer au travers une charte, des process, une organisation et des outils et on va insister sur l'aspect outils digitalisation, une culture cash and credit. Et pourquoi les outils? Parce que bien souvent, et je trouve que là encore, avec l'exemple de Noël, on le voit souvent, on illustre le credit management un peu, ou l'order to cash, un peu comme un sujet d'un bateau en pleine tempête, surtout en ce moment où il y a quand même, on le disait en contexte, un peu de défaillance et un peu de délai de paiement qui s'allonge, ou en tout cas qu'il faut maîtriser. On a un peu un bateau qui est un peu secoué, et ce bateau, soit il peut prendre un peu l'eau, donc il faut écoper l'eau qui est déjà un peu dans le bateau, c'est les échus, les vieux échus, etc.
hein, ramener, faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'eau. Hein, si on veut faire le Vendée Globe, ça dure longtemps. Et il faut également éviter qu'on en prenne de l'eau s'il y a des brèches, en colmatant la brèche. Donc il faut vraiment être en capacité à la fois donc d'éviter que des nouveaux problèmes se fassent et que les problèmes puissent se résoudre au plus vite. Et pour ça, la bonne colonne vertébrale de tous ces process, de toute cette culture, en dehors des process et de l'organisation, c'est effectivement les outils et comment on peut digitaliser. Sachant qu'il y a eu énormément d'innovation et d'évolution dans ce domaine et sur les outils à disposition des entreprises pour optimiser leur cycle order to cash depuis, on va dire, déjà depuis 20 ans, mais surtout depuis les 5 dernières années, avec des approches de connectivité entre les systèmes qui ont grandement évolué. Et donc, c'est de ça que je vais évoquer. Et le fait que ça, c'est quelque chose qui peut se mettre très rapidement en place. J'illustrerai après les cas d'usage et qui apporte évidemment des retours sur investissement conséquents, tant sur ce qu'on a évoqué, hein, tous les gains de performance, donc tous les KPI qu'on a pu citer, que sur des choses qui vont être davantage liées à la productivité ou même, des fois, on n'y pense pas forcément, mais c'est aussi des moyens de créer aussi du plaisir au travail, hein, parce que c'est quand même pas forcément toujours des fonctions qui sont faciles quand on est notamment sur des recouvrements, et de les rendre plus agréables par rapport à de la considération et la mise à disposition d'outils. C'est à la fois des gens qui seront plus efficaces. Là, les 8 minutes par jour, non, c'est ça, par jour supplémentaire à trouver, si je reprends un sujet d'actualité, sont assez simples. Et puis, et puis également de la rétention, parce qu'il y a aussi des équipes qui n'ont pas toujours une durée de vie longue sur ces fonctions, notamment les fonctions recouvrement. Alors, maintenant, si on parle concrètement de ce qu'on peut digitaliser au travers de ce qui est illustré, évidemment, le sujet du cycle commence, si on le prend au tout début, va même commencer par se poser la question au moment d'une ouverture de compte et de création de compte, comment on peut s'y prendre, comment on peut optimiser la chose et jusqu'à l'encaissement. Ce que montre l'image à l'écran, c'est qu'en fait, maintenant, il y a possibilité d'avoir vraiment une connectivité entre les différents outils qu'on utilise, donc son système d'information interne, de pouvoir avoir également, la plupart du temps, les entreprises utilisent un écosystème de services divers, externes, que ce soit des services de sécurisation de leur poste client au travers notamment de l'assurance crédit ou de financement, ou des services pour de l'information financière, d'évaluation de solvabilité, d'évaluation de risque, de scoring, des prestataires de recouvrement. On va avoir des prestataires aussi qui peuvent intervenir sur la gestion des paiements, hein, sur soit ce qu'on appelle des prestataires de services de paiement, des PSP. On peut avoir de l'aide au lettrage automatique et on va avoir de plus en plus, pour certains, vous êtes déjà en plein dedans ou sinon ça va pas tarder, vous êtes sur vos réflexions évidemment de facturation électronique, puisque avec l'évolution et les obligations légales de 2026 à 2030, chaque entreprise va devoir digitaliser encore davantage par rapport à ce qui était peut-être déjà fait actuellement sur son cycle de facturation. Donc, cette vision d'approche de systèmes d'information divers et variés, d'écosystèmes au sens large, fait que ça peut être compliqué pour une entreprise d'organiser le partage de l'information, de cette data externe, de cette data interne, de pouvoir le traiter de la meilleure des façons, cette donnée, et d'être très efficace. Alors, c'est pour ça que je vais parler davantage de digitalisation du credit management, parce que il y a maintenant des solutions pour faire en sorte que tout cet univers qui est illustré là puisse évidemment être connecté, interconnecté, avec des flux entrants, des flux descendants, des flux montants, des flux descendants, des flux partagés, pour faire en sorte qu'au final, les équipes, les utilisateurs, les équipes, qu'elles soient financières, qu'elles soient commerciales, qu'elles soient logistiques, qu'elles soient tous les acteurs qui finalement peuvent être concernés par leur cycle order to cash,
puissent facilement avoir et rapidement avoir l'information qu'ils attendent, pouvoir traiter les sujets en priorité qu'ils vont avoir à faire de la meilleure des façons, sans avoir besoin d'utiliser 10, 15 outils, Excel, Outlook, le post-it, son ERP, éventuellement son CRM, etc. D'avoir vraiment une kyrielle d'écran ouvert pour pouvoir gérer efficacement son cycle order to cash. On va pouvoir plus facilement faire en sorte que chacun, dans ses outils qu'il utilise en priorité ou dans des outils qui vont être nouveaux, comme des outils de plateforme de credit management, il y ait toute l'information qui puisse circuler, qui puisse être partagée. Et ça, c'est vraiment une évolution forte que l'on a depuis ces 5 dernières années. On parle, sans rentrer dans le jargon technique, on parle beaucoup d'API. De quoi s'agit-il quand on parle d'API? C'est effectivement de donner des possibilités de connectivité entre ces différents outils ou systèmes, ces différentes applications et systèmes, pratiquement avec, on se rapproche de plus en plus du temps réel. Pour certains, on est carrément en temps réel en termes de connectivité. Et à partir de là, ça va offrir des tas de cas d'usage qui vont optimiser cette gestion du cycle order to cash, et je vais donner quelques exemples. Le premier exemple, quand on a réussi la digitalisation et cette connectivité, c'est que par exemple, lorsqu'on va créer un compte client, on va être dans son outil qui peut être son ERP ou qui peut être un outil métier ou un CRM, hein, un outil de facturation, un CRM. On va pouvoir avoir une aide au moment où on crée ce compte client avec les API, avec les connecteurs. On peut avoir la possibilité d'aller enrichir son référentiel client, c'est-à-dire que pas besoin d'aller chercher manuellement sur un Papers ou sur autre chose finalement, ou de demander à son client le numéro de sirène. On va récupérer le numéro de sirène de son prospect ou de son client. On est même au niveau prospect et on va pouvoir à ce moment-là, pourquoi pas, si on le souhaite, récupérer toutes les informations par le biais de cette connectivité, récupérer toutes les informations d'enrichissement pour que la création de compte puisse être faite sans erreur. On va pouvoir même checker la solvabilité du client. On va pouvoir checker son comportement de paiement. On va pouvoir évaluer, donc dans ce parcours d'analyse de risque de client, on va pouvoir même, si on est assuré crédit, évaluer son assurabilité. Donc, très en amont, la digitalisation permet, dès le départ, hein, j'allais dire, dès l'ouverture de compte, ou même en amont sur l'évaluation d'un prospect, faire en sorte avoir vraiment une performance et une productivité optimale en allant faire communiquer les différents outils, applications, services utilisés dans l'entreprise pour faire en sorte que celle-ci arrive et puisse digitaliser, automatiser, rendre plus efficients les processus internes. Et donc, ça peut être le cas, évidemment, les entreprises qui ont mis souvent ça en place sont les entreprises qui font notamment du e-commerce, parce que dans le e-commerce, il faut prendre des décisions instantanées de je vais, j'y vais pas, et quelles sont les conditions de crédit que j'accorde à l'entreprise. Mais on peut généraliser la démarche aux entreprises qui ne font pas forcément de la vente par e-commerce, mais qui font de la vente, on va dire, plus traditionnelle avec cette démarche. Donc ça, c'est un premier cas d'usage, d'exemple qu'on peut rencontrer de digitalisation. Un second exemple de cas d'usage, quand on avance dans le cycle, évidemment, c'est sur l'évaluation, la détermination des limites de crédit. Donc, sur évaluer et déterminer les limites de crédit, là encore, la plupart du temps, l'entreprise va devoir considérer des informations internes, des informations qui viennent du terrain, des informations sur les enjeux d'encours, les marchés à venir, ce que souhaitent les équipes commerciales en termes de développement. Et là aussi, toutes les informations qui peuvent venir de l'extérieur, qui vont traiter, là encore, d'aspects financiers, de solvabilité ou d'assurance. Dans ce cas de figure, la digitalisation va permettre de réunir cette data interne, cette data externe très rapidement, de pouvoir automatiser des processus de détermination de limites de crédit, des processus de délégation, de validation des limites de crédit selon les organisations et les entreprises. Hein. La plupart des entreprises organisent j'allais dire, des délégations de pouvoir sur des déterminations de limites de crédit, jusqu'à des comités
crédits sur les limites les plus importantes. Ces processus sont souvent manuels, souvent très orientés à la base d'emails, d'échanges. Là aussi, on va pouvoir les rendre davantage automatiques et les professionnaliser, hein. J'entendais tout à l'heure Noël disait maintenant il s'agit de professionnaliser. C'est vraiment de ça dont on parle, c'est de professionnaliser ces processus. Ça veut dire que par exemple, vous êtes assuré crédit, vous avez une réduction, une résiliation d'une garantie qui vous tombe, elle arrive directement et en temps réel dans votre plateforme de credit management. Cette plateforme de credit management a par ailleurs l'information sur vos encours clients actuels et à venir, sur le non facturé, tout ce qui est prévu, puisque si on se met dans la meilleure des mondes, et tout ça va communiquer. Et à ce moment-là, va pouvoir déclencher un certain nombre d'alertes, va pouvoir dire attention, cette réduction-là engendre maintenant peut-être un dépassement par rapport à la limite de crédit interne, et compte tenu de ce dépassement, il va falloir prendre une nouvelle décision. Ça va peut-être engendrer un blocage de commandes, de livraison ou de clients. Donc là aussi, on va pouvoir automatiser de manière intelligente des processus de blocage ou de déblocage, hein, parce que dans certaines entreprises, notamment quand il y a des volumétries conséquentes, on voit beaucoup d'équipes passer beaucoup de temps à gérer les blocages et déblocages, et pas forcément avec le plus d'efficience, hein, ou le plus d'intelligence dans les outils mis à leur disposition pour pouvoir le faire. Donc, m'est arrivé quand j'étais notamment consultant, de faire des revues de blocage et déblocage, et de constater que les gens débloquaient finalement 95% des blocages sans qu'il y ait vraiment une plus-value passée à ce temps d'analyse du déblocage, ou alors c'est parce qu'ils n'avaient pas le temps. Je vois que le partage d'écran, moi je ne vois plus le partage d'écran, je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Mais en tout cas, sur ce processus-là et également, donc de détermination de limites de crédit et de validation d'un blocage-déblocage, là aussi, il peut y avoir de la digitalisation. Ensuite, cette digitalisation tout réunie avec cette connectivité forte, c'est bien entendu pour les processus de recouvrement. Sur les processus de recouvrement et de traitement des litiges. Là, on est complètement sur des logiques de workflow collaboratif, sur un traitement de litige. Je vais avoir mon client au téléphone, je vais codifier la situation que j'ai avec mon client, il me fait état d'un litige. Si j'ai totalement digitalisé mon processus, qu'est-ce qui va se passer? Ce litige, à peine je l'ai qualifié, saisi, qu'il va être adressé au bon acteur en charge de sa résolution. Mon reporting des litiges va être alimenté. Mon suivi de délai de résolution de litige, qui est un challenge, va être forcément suivi, et j'ai un processus par ailleurs de suivi et de relance et d'escalade interne, puisqu'on disait que 40% des retards de paiement sont en fait liés à des dysfonctionnements internes et 60% liés à des actions à mener auprès des clients. Et ben, on va pouvoir à ce moment-là mener ces processus de suivi interne de résolution de cette non-qualité ou de ces litiges de la même façon qu'on va pouvoir automatiser ces processus de relance. Et ces processus de relance, à partir du moment où on a digitalisé le cycle et que vous avez compris où je voulais en venir au travers de ce brassage de data, on va pouvoir en plus organiser des stratégies de relance extrêmement professionnelles, puisqu'on va pouvoir faire en sorte que ces stratégies soient différenciées en tenant compte de l'information que l'on a à disposition, notamment de l'information risque. On ne relance pas de la même façon un client qui a une solvabilité dégradée et qui est en situation à risque, et qui en plus aurait, pourquoi pas, des retards de paiement déjà constatés, un comportement de paiement souvent dégradé, avec un client qui a une loi d'encaissement tout à fait naturelle. Et toute cette digitalisation va permettre évidemment d'appréhender cette data que vous nourrissez dans ces systèmes. Ce n'est pas juste un partage, il y a évidemment ce qu'on appelle des algorithmes d'analyse. Alors, on a parlé à l'époque de traitement de la data avec du machine learning, maintenant on est avec de l'IA même jusqu'à de l'IA générative. Donc, en fait, le fait de digitaliser va même donner la possibilité d'aider grandement les équipes au quotidien en les orientant sur des gestions de priorité. Faire en sorte, il ne s'agit pas que le robot remplace l'humain, hein, c'est absolument pas le propos, notamment dans l'order to cash, mais de faire en sorte que les gains de productivité et surtout la qualité du travail rendu soient grandement accrus. Donc là, c'était quelques exemples dans le temps imparti d'illustrations de cas pratiques associés à cette digitalisation qui, pour conclure sur cette partie-là, avant de vous laisser réagir sur toutes les questions, doit être vu comme quelque chose qui est source de retour sur investissement très conséquent et de colonne vertébrale.
Donc c'est en ce sens-là où c'est un bon moyen de se poser dans sa réflexion d'optimisation et de priorité d'optimisation, de vraiment se poser la question à comment ces outils aujourd'hui sont un frein ou un accélérateur de sa performance. Très bien, merci beaucoup Christophe. Je crois qu'on a perdu Isabelle qui a dû avoir C'est ça en fait, c'est ça en fait. connexion. Je ne sais pas, Astrid, si tu veux reprendre tous les trois. En tout cas, on avait deux questions. Une qui était directement adressée à Noël, une question d'Isabelle. Est-ce que dans l'exemple, le retour d'expérience que vous avez fait, est-ce que les équipes ont été incentivées? Oui, tout à fait. Quand je parle d'objectifs, on a été jusqu'à effectivement mettre dans les objectifs les critères de prime du crédit, des équipes de vente et des trois fonctions logistique, administration des ventes et services. Un critère de prime avec à l'arrivée, en fonction des résultats, une prime monétisable payée en fin d'année, effectivement. Là, on a une deuxième question d'Irène que je vais me permettre de vous adresser également, Noël. Pour des clients qu'on pourrait qualifier de stratégiques et ou importants, peut-on négocier imposer des pénalités en contrepartie d'un déblocage? Alors, bon, d'une part, les pénalités, elles sont légales, hein. La LME a prévu depuis longtemps des pénalités avec les 40 € de frais de recouvrement et ensuite un taux d'intérêt que l'on peut fixer. On n'est pas forcément obligé de suivre le taux d'intérêt légal. La difficulté, alors d'un point de vue crédit, c'est toujours une approche assez simple. Effectivement, on n'aurait qu'à faire ça. Mais l'aspect commercial, quelle que soit la typologie des clients d'ailleurs, l'emporte souvent. En tout cas, c'est ce que j'ai pu constater dans plusieurs entreprises où j'ai travaillé. C'est que oui, les pénalités existent, les intérêts de retard, mais les facturer pour finalement avoir une situation commerciale difficile et quelque part, se retrouver à en abandonner une partie n'est pas toujours adéquate. Bon, ça, c'est une position d'entreprise. J'ai connu aussi des entreprises où, effectivement, c'était systématique. Et au bout de 30 jours de retard, un courrier partait avec une facture et il y avait discussion ensuite. Voilà. Donc là, c'est vraiment, je pense, une position que chaque entreprise doit prendre. La loi le permet, mais il y a la discussion commerciale qui souvent vient, je dirais, ajuster la position strictement légale. Bien. Merci. Pour Noël, revenir, on a une pour compléter, pardon, Fazil, pour compléter sur ce que disait Noël, ce qui peut être intéressant, même sans chercher forcément à les facturer, parce que je rejoins ce que disait Noël, mais de les valoriser peut être intéressant, ne serait-ce que quand il y a des rediscussions de négociations de tarifaires, de marge, etc., de pouvoir dire à un client, au fait, cette année, vous nous avez coûté tant financièrement. Voilà. Bon, tout à fait. Voilà, Ouais. mais ça monte jamais, c'est rarement des sommes très importantes, sauf si votre client évidemment représente des enjeux d'encours et de chiffre d'affaires très très conséquents. Oui. Mais néanmoins, c'est toujours bon quand il vous dit moi je voudrais passer de 30 à 35 jours ou à 40 jours de paiement, etc. Enfin, c'est toujours en tout cas des éléments qui peuvent servir. Tout à fait. Une dernière question qui est pour toi, me semble-t-il, Christophe. L'outil permet-il de réduire le nombre de chargés de recouvrement à court terme? Alors, moi, j'aime pas évoquer les outils comme destructeurs d'emplois ou cette approche-là. Moi, ce que j'aime à dire, et là, c'est la passion du métier qui me le fait dire, c'est que en fait, c'est plutôt donner davantage, évidemment, de moyens aux équipes, ce qui fait que ce qu'elles faisaient en 6 heures, elles vont pouvoir en faire 20%, 25%, 30%, 35% enfin 8 heures, pardon, 35% de plus. Donc, d'avoir vraiment de donner ces moyens. Donc, on peut le voir de deux façons. Ça veut dire que, et on va se mettre dans le côté positif, vous avez une croissance d'activité, vous avez des acquisitions, vous faites évoluer le périmètre de votre entreprise, et ben, à effectif constant, vous allez probablement pouvoir absorber davantage, ou à équipe constante, vous allez avoir de meilleures performances. Bien entendu, on constate 35% de gains de productivité en moyenne avec ces outils, ces approches de digitalisation. Donc, on peut aussi le voir pour les entreprises qui sont à la recherche de réduction de coûts comme un moyen de réduire les coûts, évidemment. Bien. On a fait le tour des questions. Bien sûr, si vous avez d'autres questions, vous pouvez continuer à nous les poser.
directement via la TFCG, il n'y a aucun souci, on prendra le temps de faire des réponses individualisées. On voulait aussi conclure en vous rappelant que le livre blanc qui a été diffusé il y a quelques semaines est disponible, qui donne des conseils très pratiques sur l'ensemble des processus du cycle order to cash. Voilà, à partir également de retours d'expérience, qu'il a été aussi co-construit avec des partenaires très complémentaires, que ce soit CreditSafe, qui est un fournisseur de données pour prévenir les risques d'impayés, pour valider la santé financière et la stabilité des clients, que ce soit SAP également, qui a contribué, Blackline sur les encaissements et d'autres partenaires. C'est un livre assez riche, de 60 cabinet pages. ARC également sur le recouvrement. Exactement, donc n'hésitez pas à le télécharger. Les retours qu'on a eu avec les entreprises sont assez positifs, qui c'était assez éclairant sur des actions pratico-pratiques qu'on peut engager assez vite. Il est disponible sur le site des différents partenaires, donc PIS et Axis. Et puis à nouveau, si vous avez des questions complémentaires, si cet échange, ce partage en appelle d'autres, n'hésitez pas, on est disponible. Je crois, Fazil, d'ailleurs, qu'il y a prévu pour ceux qui le souhaitent, sur des approches un petit peu différentes de celles qu'on vient de faire là, mais complémentaires, d'autres webinaires qui viendront également, hein, c'est ça? Oui, il y a une série de webinaires qu'on engage suite à la diffusion de ce livre blanc. Donc, les dates ne sont pas fixées, donc voilà, n'hésitez pas à vous tenir informé sur Suivre notre le site actualité. d'Axis et le LinkedIn d'Axis. On aura un webinaire en mars avec SAP et un webinaire en avril avec CreditSafe et d'autres suivants avec Syntecture, le cabinet ARC, toujours autour de l'order to cash pour approfondir certains points du livre blanc. Je peux déjà vous dire que le webinaire prévu avec SAP sera autour de la notion de data, comment exploiter la data au service de la performance du cycle order to cash. Voilà, donc on vous communiquera, vous aurez accès aux dates assez vite là dans les prochains jours. On espère vous y voir tout aussi nombreux. Merci à tous. Merci Noël, tous. merci Christophe. Merci à tous. Merci à Noël. DFCG. Merci Fazil et à DFCG. À bientôt, au revoir. À bientôt. Au revoir.